Bienvenue dans Guide de l'utilisateur, votre série qui vous aide à naviguer dans ce monde absurde. Nous avons appris dans l'épisode précédent ce qu'est la science, vraiment. Une méthode pour découvrir comment les choses fonctionnent, basée sur l'observation, l'hypothèse, l'expérimentation et la réfutabilité. Mais vous vous posez peut-être une question. Si la science n'a pas besoin de Dieu pour fonctionner, comment l'univers s'est-il créé? D'où vient tout? Y a-t-il un créateur quelque part derrière cette immensité? C'est la grande question que les religions utilisent pour convaincre les gens. Regarde cette complexité, cet ordre. Seul Dieu pourrait créer ça. Voilà notre sujet aujourd'hui. Et je vais vous montrer quelque chose de fascinant. L'univers n'a pas besoin de créateur. Et en le comprenant, vous verrez que la réalité est bien plus extraordinaire que n'importe quel mythe religieux. Commençons par une observation simple. Au début du XXe siècle, les astronomes regardaient les autres galaxies au télescope. Elles s'éloignaient de nous. Pas seulement une ou deux, toutes. Dans toutes les directions. C'est une observation bizarre, n'est-ce pas? Ça signifie que l'univers est en expansion. L'espace lui-même grandit. Mais voici la partie importante. Si l'univers s'agrandit maintenant, ça veut dire qu'en remontant le temps, il était plus petit. Beaucoup plus petit. Infiniment plus petit. Remontez assez loin dans le passé et vous arrivez à un point où toute la matière et l'énergie de l'univers étaient concentrées en un point infinitésimal, infiniment chaud et infiniment dense. C'est ça qu'on appelle le Big Bang. Et ça s'est passé il y a environ 13,8 milliards d'années. Attention parce que le Big Bang est mal compris. Beaucoup de gens pensent « Oh, le Big Bang, c'est une explosion au milieu de rien ». Non, c'est l'inverse. Le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace. C'est une explosion de l'espace lui-même. Avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps, pas d'espace, pas d'univers. La question « Qu'y avait-il avant le Big Bang » n'a littéralement aucun sens. Le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. C'est très abstrait, je sais. Mais voici une analogie. Imaginez un ballon qui gonfle. Les points à la surface du ballon, c'est nous. À mesure que le ballon gonfle, les points s'éloignent les uns des autres. Mais il n'y a rien avant la surface du ballon. La surface est la totalité de ce qui existe. Pareil pour l'univers. Il n'y a pas de dehors où l'univers se développerait. L'univers est tout ce qui existe. Maintenant, vous allez me demander, comment tu sais que le Big Bang s'est vraiment produit? C'est juste une théorie. C'est vrai, c'est une théorie. Mais c'est une théorie soutenue par des preuves observationnelles extraordinaires. Preuve numéro 1, le redshift des galaxies. Quand une galaxie lointaine s'éloigne de nous, la lumière qu'elle émet se décale vers le rouge du spectre. C'est l'effet Doppler, comme le son d'une ambulance qui change quand elle s'éloigne. Les astronomes mesurent ce redshift et peuvent calculer exactement à quelle vitesse les galaxies s'éloignent. Résultat, l'univers s'expande uniformément dans toutes les directions. Cela confirme qu'on vient d'un état dense et chaud concentré. Preuve numéro 2, le rayonnement cosmique de fond, le CMB. C'est la plus spectaculaire. Dans les années 1960, deux physiciens, Arno Penzias et Robert Wilson, ont découvert par hasard une statique cosmique qui venait de partout dans l'univers, uniformément distribuée à très basse température, environ 2,7 degrés Kelvin. Le Big Bang prédisait que cela devrait exister. Après le Big Bang, l'univers était un plasma brûlant. Après 380 000 ans, l'univers s'était suffisamment refroidi pour que les électrons et les noyaux se combinent en atomes neutres. À ce moment, la lumière s'est découplée de la matière et a pu voyager librement. Cette lumière, nous la voyons encore aujourd'hui. Elle remplit tout l'univers. C'est comme regarder à travers un voile transparent jusqu'à 13,8 milliards d'années dans le passé. C'est une preuve extraordinaire. Preuve numéro 3, l'abondance des éléments légers. Selon le Big Bang, dans les premières minutes après l'explosion, l'univers était assez chaud et dense pour que les noyaux atomiques se forment directement. Les protons et les neutrons se sont combinés pour créer de l'hydrogène et de l'hélium, avec une petite quantité de lithium et de beryllium. La théorie prédit une proportion très spécifique. Environ 25% d'hélium et 75% d'hydrogène en masse.
Quand les astronomes mesurent l'univers actuel, c'est exactement ce qu'ils trouvent. Partout. Dans les anciennes étoiles, dans les galaxies distantes. C'est précis au pourcentage près. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est une confirmation spectaculaire de la théorie. Il y a un problème avec le Big Bang simple. Si l'univers a commencé de façon aléatoire et dense, pourquoi est-il si uniforme maintenant? Imaginez que vous jetiez des billes dans une boîte au hasard. Elles ne s'organiseraient pas uniformément. Elles seraient en désordre, avec des régions denses ici et creuses là. Mais l'univers est presque parfaitement uniforme. Partout où on regarde, c'est la même chose. En 1980, Alan Guth a proposé l'inflation cosmique. Juste après le Big Bang, l'univers a connu une période d'expansion extrêmement rapide. En une fraction de seconde, son taille a augmenté d'un facteur de 10 à la puissance 26 ou plus. Pourquoi c'est important? Imaginez que vous prenez un morceau d'une gigantesque pizza légèrement gauche. Quand vous zoomez massivement, ça semble localement parfaitement plat, n'est-ce pas? Pareil pour l'univers. L'inflation cosmique prend une région très petite et l'agrandit énormément. Les irrégularités locales disparaissent. L'univers semble uniforme. Et c'était stable. L'inflation laisse des signatures dans le rayonnement cosmique de fond. Et les observations modernes, particulièrement par le satellite Planck, confirment ces signatures. L'inflation cosmique n'est pas juste une hypothèse, c'est une prédiction confirmée. Revenons aux premiers instants. Juste après le Big Bang, l'univers était un soupe de particules subatomiques. Quarks, électrons, photons, tout mélangé à une température inimaginable. Trillions de degrés. L'agitation était extrême. Puis l'univers commence à refroidir. C'est juste de l'expansion. Quand le gaz s'étend, il refroidit. Après quelques microsecondes, l'univers s'est refroidi assez pour que les quarks se combinent et forment des protons et des neutrons. Puis pendant les 3 premières minutes, une période appelée la nucléosynthèse primordiale commence. Les protons et neutrons entrent en collision et fusionnent. Un proton plus un neutron égale un noyau de deutérium, hydrogène lourd. 2 protons plus 2 neutrons égale un noyau d'hélium 4. À ce stade, l'univers était tellement chaud et dense que cette réaction continuait. Mais pas indéfiniment. Après environ 20 minutes, l'univers s'était tellement refroidi que les réactions de fusion s'arrêtent. Impossible de créer des noyaux plus lourds avec ces conditions. Résultat, l'univers jeune est composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Voilà. C'est tout ce qu'on peut créer avec juste l'énergie du Big Bang. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer. Aucun des éléments lourds qu'entre guillemets dont nous sommes faits. Alors comment on existe? Voici où ça devient magique. Il y a environ 13 milliards d'années, ce gaz primordial d'hydrogène et d'hélium commence à s'agglomérer sous sa propre gravité. De petits nuages se contractent, s'échauffent encore, jusqu'à ce que les réactions nucléaires commencent au cœur. Les premières étoiles naissent. À l'intérieur d'une étoile, c'est une usine nucléaire. Le cœur est tellement chaud et dense que l'hydrogène fusionne en hélium. Cette fusion libère une énergie colossale qui maintient l'étoile en équilibre. Pendant des milliards d'années, c'est stable. Mais l'étoile accumule de l'hélium au cœur. Lentement, elle vieillit. Et finalement, le cœur devient assez chaud pour que l'hélium se mette à fusionner. 3 noyaux d'hélium 4 se combinent pour former du carbone. Puis le carbone peut fusionner pour former de l'oxygène. Une étoile massive continue ce processus. Carbone se fusionne, oxygène se fusionne, néon, magnésium, silicium, jusqu'à former du fer. Le fer, c'est le point de non-retour. La fusion du fer consomme de l'énergie au lieu d'en libérer. Donc l'étoile arrête de créer des éléments plus lourds. Elle a un cœur de fer. Mais voilà, une étoile massive, quand elle meurt, explose en supernova. C'est une explosion thermonucléaire extraordinaire. Le cœur de fer s'effondre sur lui-même, rebondit, et l'onde de choc souffle les couches externes de l'étoile. Pendant cette explosion, la température et la densité sont tellement extrêmes que même le fer fusionne. Tous les éléments plus lourds que le fer sont créés. Cobalt, nickel, cuivre, zinc, or, uranium, tout. Ensuite, l'explosion disperse tous ces éléments dans l'espace interstellaire.
Et ces éléments s'agglomèrent en nuages de gaz. De nouveaux nuages s'échauffent, de nouvelles étoiles se forment. Et voilà, après quelques générations d'étoiles, l'univers est plein de carbone, d'oxygène, de fer, de tous les éléments que nous voyons aujourd'hui. Et voici la conclusion extraordinaire. Chaque atome de carbone dans votre corps a été créé à l'intérieur d'une étoile. Chaque atome d'oxygène que vous respirez a été forgé par la nucléosynthèse stellaire. Chaque atome de calcium dans vos os, chaque atome de fer dans votre sang, chaque atome d'or dans une alliance, tout provient des réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Carl Sagan l'a dit magnifiquement, les atomes de nos corps ont été créés dans les profondeurs des étoiles qui ont explosé en supernovae. Et ces étoiles n'avaient pas besoin d'un créateur, elles se sont formées naturellement à partir des lois physiques. Les atomes se sont agglomérés, la gravité a fait son travail et boum, une étoile se crée. C'est pas besoin de Dieu, c'est juste des lois naturelles qui produisent une complexité extraordinaire. Après le Big Bang et l'inflation cosmique, l'univers était presque parfaitement uniforme. Presque. Il y avait de minuscules fluctuations de densité, de l'ordre d'une partie pour 100 000. Mais ces minuscules fluctuations étaient graines. Partout où la densité était un tout petit peu plus haute, la gravité agissait plus fortement. Elle attirait plus de matière. Cela rendait la région encore plus dense, ce qui attirait encore plus de matière. C'est un processus d'instabilité gravitationnelle. Les petites différences s'amplifient. Après plusieurs centaines de millions d'années, ces régions légèrement denses deviennent énormes. Elles forment les premières galaxies. Et à l'intérieur des galaxies, le même processus continue. Des nuages de gaz se contractent, forment des étoiles. Les étoiles se regroupent en systèmes, en amas stellaires. La gravité seule transforme une distribution uniforme en une structure extraordinairement complexe. Des galaxies, des amas de galaxies, des superamas. Aujourd'hui, l'univers observé contient environ 200 milliards de galaxies, peut-être plus. Chaque galaxie contient entre 1 million et 100 milliards d'étoiles. Et autour de ces étoiles, il y a probablement des milliards de planètes. C'est une complexité époustouflante, créée uniquement par les lois naturelles de la gravité, de l'électromagnétisme et de la mécanique quantique. Et c'est important, l'univers n'a pas besoin d'un designer. Ces structures émergent naturellement des conditions initiales du Big Bang et des lois physiques. C'est ça qui est fascinant. On n'a pas besoin d'une intelligence supranaturelle pour expliquer le cosmos. On a juste besoin de comprendre les lois. Maintenant, les religieux vont vous dire quelque chose comme ça. Attends un moment. Si les constantes physiques de l'univers étaient légèrement différentes, rien n'aurait pu se former. Les atomes ne se seraient pas formés. Les étoiles n'auraient pas pu exister. Nous ne serions pas là. C'est pas une coïncidence. Quelqu'un a dû l'ajuster. C'est Dieu. C'est l'argument du fine-tuning, l'ajustement fin. Et superficiellement, ça semble convaincant. Par exemple, la force de l'interaction faible nucléaire est très précise. Si elle était un tout petit peu différente, les réactions nucléaires en les étoiles seraient légèrement différentes. Et les éléments lourds ne se formeraient pas comme ils le font. C'est vrai. C'est étrange. Mais voilà le problème avec cet argument. Il existe quelque chose appelé le principe anthropique. Et il vient en deux versions. La version faible dit « Nous ne pouvons observer l'univers que s'il a des caractéristiques compatibles avec notre existence. Donc, il n'est pas surprenant que l'univers semble ajusté pour nous. Si l'univers n'était pas compatible avec la vie consciente, il n'y aurait personne pour l'observer. » C'est logique, n'est-ce pas ? Un photographe dans un restaurant peut se demander « Pourquoi mon restaurant est-il situé à exactement cet endroit sur Terre ?» La réponse ? Parce qu'il y avait besoin d'un restaurant à cet endroit. C'est une question circulaire. De même, si l'univers n'était pas compatible avec la vie consciente, vous ne seriez pas ici pour vous poser la question. C'est pas une preuve de Dieu, c'est juste une sélection logique. Mais attendez, il y a quelque chose de plus. Les physiciens ont proposé l'hypothèse du multivers. Ça dit simplement, notre univers n'est peut-être que l'un parmi des milliards ou des billions d'univers différents. Pourquoi penser ça ? Eh bien, il existe une théorie appelée l'inflation cosmique éternelle, proposée par André Linde. Elle dit que la phase d'inflation après le Big Bang n'a jamais vraiment complètement arrêté. Elle continue,
créant des bulles d'univers. Chaque bulle se détache et devient un univers séparé. Chaque univers a peut-être des constantes physiques légèrement différentes. Si c'est vrai, alors il y aurait une quasi-infinité d'univers. La plupart ne seraient pas compatibles avec la vie, mais quelques-uns, par hasard, auraient juste les bonnes constantes. Et nous vivons évidemment dans l'un d'eux. C'est pas un hasard si nous vivons dans un univers adapté à la vie consciente. Nous n'aurions pas pu vivre ailleurs. Honnêtement, on ne sait pas si le multivers existe. C'est spéculatif. Mais voilà le point. Même sans le multivers, le fine-tuning n'est pas une preuve de Dieu. D'abord, on ne connaît même pas tous les paramètres libres qu'on pense être, quote-unquote, libres. Il se peut qu'une théorie unifiée, plus profonde, montre que ces paramètres ne sont pas vraiment indépendants. Ils pourraient être liés. Peut-être qu'une fois qu'on comprend la nature au niveau les plus profonds, ces constantes ne sont pas du tout ajustées. Elles sont forcées par la mathématique elle-même. Deuxièmement, même si l'univers semble ajusté, ça ne prouve pas l'existence d'un créateur intelligent. Ça serait aussi probable d'observer un univers aléatoire qui semble ajusté. L'hypothèse du multivers est une explication scientifique tout aussi valide. Et troisièmement, invoquer Dieu pour expliquer le fine-tuning crée un problème plus grand. Si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu ? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas aussi besoin d'un créateur ? C'est une régression infinie. L'explication scientifique, qu'il y a peut-être de nombreux univers avec des constantes différentes, est plus parcimonieuse. Elle ne crée pas cette régression. En 1998, les astronomes ont fait une découverte choquante. L'univers ne s'agrandit pas juste. L'univers s'agrandit de plus en plus vite. Son expansion s'accélère. C'est bizarre. La gravité devrait ralentir l'expansion. Tous les amas de galaxies s'attirent mutuellement. Avec le temps, l'expansion devrait ralentir. Au lieu de ça, elle accélère. Pour expliquer cela, les physiciens ont invoqué quelque chose appelé l'énergie noire. C'est une forme d'énergie invisible qui remplit tout l'espace et qui repousse. Elle a une pression négative qui oppose la gravité. Ou au moins c'est ce qu'on pense. Honnêtement, on ne sait vraiment pas ce que c'est. L'énergie noire représente environ 70% de la densité d'énergie de l'univers. C'est la majorité de ce qui existe. Et on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est un excellent exemple de ce que la science ne sait pas encore. Et c'est OK. La science dit « je ne sais pas » avant de dire « Dieu l'a fait ». Récapitulons ce qu'on a appris. L'univers a commencé par un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Il s'est étendu, refroidi et développé naturellement selon les lois physiques. Les étoiles se sont formées. À l'intérieur de ces étoiles, les éléments se sont créés. Les étoiles ont explosé, dispersant les éléments. De nouvelles étoiles se sont formées à partir de ce gaz enrichi. Et après plusieurs générations d'étoiles, des planètes rochers ont pu se former, avec les bons éléments pour créer la vie. Nulle part dans cette histoire il n'y a besoin d'un créateur intelligent. Juste des lois, juste de la gravité, juste de la mécanique quantique, juste des probabilités. Et cette histoire est bien plus extraordinaire que Dieu l'a créée en 6 jours. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraie. Et parce qu'elle montre que l'univers n'a pas besoin d'un artisan externe. Il se crée lui-même. C'est une liberté intellectuelle. Vous pouvez regarder les étoiles et comprendre vraiment comment elles existent au lieu de vous satisfaire d'une explication mythologique. Et ça change votre perspective. Vous n'êtes plus un spectateur passif attendant Dieu. Vous êtes un enfant de l'univers, fait des éléments des étoiles, capable de comprendre les lois qui vous ont créé. Merci de m'avoir écouté. Dans le prochain épisode, nous allons répondre à la question « Comment la vie a-t-elle commencé ?» Comment les molécules mortes deviennent vivantes. Mais avant d'y aller, je vous demande votre aide. Partagez cette vidéo. Si vous trouvez que ce contenu aide les gens à comprendre le cosmos sans illusion, partage-la. 2. Mettez un like. C'est un simple clic, mais ça aide les algorithmes. 3. Rejoignez-moi sur Patreon. Le lien est dans la description. Vous aurez accès à du contenu exclusif et vous soutiendrez directement la création de cette série. Et 4. Faites un don sur Ko-fi. Même 2 € m'aident énormément à continuer. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui veulent comprendre le monde à travers la science, pas à travers les illusions. À bientôt pour l'épisode 3 de la chimie à la vie.